Bonjour, je suis Séverine Fingal, auditrice Calliope, fondatrice de la première solution de portage qualité et d'incubateur qualité. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un indicateur commun de notre référentiel national qualité. Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire. Alors là, on va peut-être même filmer au ralenti. Non, je plaisante, mais on est bien sur le bénéficiaire. J'insiste là-dessus, en lien avec l'entreprise et ou le financeur concerné. Le reste de la phrase est tout aussi importante. Mais pourquoi j'insiste là-dessus? C'est bien noté en gras dans cette version 9. Et c'était déjà noté de cette manière-là sur les précédentes versions. Mais peut-être que vous ne l'aviez pas bien compris. Voilà, quand on parle de bénéficiaires dans notre référentiel national qualité, on parle finalement de vos stagiaires ou de la personne que vous accompagnez si vous êtes en bilan de compétences ou en VAE. On parle de votre apprenti si vous êtes CFA. Ok, on parle bien ici du prestataire qui analyse le besoin du bénéficiaire. Pour la petite anecdote, en tant qu'audité sur cet indicateur 4, et notamment lorsque vous êtes en lien avec un commanditaire. Alors je m'explique, souvent vous avez pour certains, c'est votre manière de travailler, vous travaillez peut-être en intra ou en inter-entreprise, vous travaillez avec les employés, les salariés d'entreprise commanditaire, donc qui vous commandent une action, et notamment pourquoi pas une action de formation. En fait, cette étude de besoin, vous la faisiez, et vous la faites, d'ailleurs encore au présent, mais avec le commanditaire. Et souvent, cette étude du besoin, en fait, c'était le besoin de votre commanditaire finalement, de l'entreprise qui vous commandait cette action de formation. Mais dans cette action de formation, vous aviez peut-être Pierre, Paul, Jacques, Marie, Jocelyne, peu importe. Mais en fait, les bénéficiaires, donc c'est-à-dire les stagiaires de votre action de formation, vous n'aviez peut-être pas fait l'étude en particulier, donc des salariés de cette entreprise-là. Alors, j'espère que je suis bien claire dans l'explication. C'est pour ça que j'attire votre attention, on fait un focus sur cet indicateur 4 parce que cet indicateur fait l'objet de non-conformité. Alors, des fois parce que peut-être que vous oubliez de faire l'étude du besoin ou que vous la faites oralement, par téléphone ou suite à un entretien, une réunion de travail, mais vous n'avez pas d'informations, d'éléments de preuve tangibles à nous fournir parce qu'il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas d'échange de mails par exemple. Voilà, donc ça c'est un premier point de non-conformité, c'est très récurrent. Et puis parce que effectivement là, sur la version 9, on insiste sur le fait qu'on attend de vous, auditer, de nous apporter la preuve de l'étude du besoin du bénéficiaire. Alors bien sûr en lien avec l'entreprise, parce que c'est un commanditaire, bien sûr que le besoin est en lien avec celui de l'entreprise qui vous commande cette action, c'est une évidence, mais il faut que vous fassiez ce travail-là d'étude du besoin par bénéficiaire. Je fais un focus sur ce point-là, c'est très important. Le niveau attendu de cet indicateur 4. Démontrer comment le besoin du bénéficiaire est analysé en fonction de la finalité de la prestation. Au cas où vous n'auriez pas compris, comment est-ce que vous faites cette étude de besoin? Nous, on est ensemble en audit, on a échantillonné une action de formation. Il s'agit peut-être de la formation X, qui a été suivie par Paul, qui est salarié de l'entreprise Y. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais concrètement, sur cet indicateur 4, je vous demande de me faire la démonstration et m'apporter les éléments de preuve sur comment est-ce que vous avez étudié l'étude du besoin de Paul. Voilà, Paul qui est envoyé par son entreprise chez vous en formation. Donc comment est-ce que vous avez fait? Quel a été finalement justement cette analyse de besoin? Quel est le retour que vous en avez fait? Et c'est d'autant plus important que cet indicateur 4 est en lien avec d'autres indicateurs. Puisque vous faites l'étude du besoin, finalement, à quoi ça vous sert? Ça vous sert peut-être à adapter votre action. À l'adaptation, on le verra ensemble dans l'indicateur 10. Puisque vous faites le point sur les besoins de votre bénéficiaire, Paul, justement, peut-être qu'en analysant son besoin, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il est en situation de handicap. Et dans ce cas-là, vous allez faire fonctionner un autre indicateur, l'indicateur 26, vous allez faire fonctionner votre réseau, peut-être pour pouvoir accompagner Paul dans sa démarche si vous ne pouvez pas gérer, ou peut-être que finalement vous pouvez gérer, donc vous allez adapter, peut-être qu'il faut tout simplement adapter l'environnement où vous allez accueillir Paul en formation.
Peu importe, mais vous avez compris que cet indicateur 4, il est essentiel parce que si vous ne le faites pas, eh bien alors déjà là, vous pouvez avoir une non-conformité et en même temps, vous pouvez par conséquent avoir des non-conformités sur l'indicateur 10 notamment, puisque si vous ne faites pas l'étude du besoin, comment est-ce que vous pouvez vous adapter? Vous voyez? Tous les indicateurs ont un lien les uns avec les autres. Et je prends un peu de temps sur cet indicateur 4 parce que vous avez pu le noter en regardant votre référentiel national qualité. C'est bien précisé que cet indicateur 4 fait l'objet d'une non-conformité majeure. Donc c'est bien précisé dans l'échantillon audité, le non-respect même partiel, donc c'est-à-dire que peut-être que finalement vous faites l'étude du besoin du bénéficiaire, mais là sur cette action-là vous ne l'avez pas faite ou vous l'avez faite qu'à moitié, mais sur d'autres actions vous le faites. Peu importe, si vous ne le faites pas systématiquement auprès du bénéficiaire, eh bien c'est une non-conformité majeure, c'est bien précisé. Cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas avoir le choix entre une majeure ou une mineure, ce n'est pas discutable. Donc effectivement, vous l'avez compris, même si c'est partiel, ça reste une non-conformité majeure. C'est un point très important. Alors sur cet indicateur 4, vous êtes sous-traitant, et bien sachez que cet indicateur est applicable. Okay, donc vous devez apporter la preuve effectivement que l'étude du besoin du bénéficiaire a bien été mise en œuvre. Et en tant que sous-traitant, peut-être qu'en fonction de votre contrat de mission, cette étude du besoin, elle est peut-être faite effectivement par votre donneur d'ordre, c'est tout à fait possible. Par contre, vous devez avoir cette information-là. Et vous l'avez compris, sur cet indicateur 4, on rentre dans la mise en œuvre de votre action. Et vous, en tant que professionnel sous-traitant, eh bien, pour que cette mise en œuvre se déroule dans les meilleures conditions, il faut que vous soyez informé des besoins de vos bénéficiaires. Alors, besoins qui peuvent être matériels, et puis on l'a abordé, la notion du handicap éventuel, mais ça peut être tout simplement, besoins spécifiques, environnement. Peut-être que vous vous déplacez en entreprise et que dans l'entreprise, il vous faut tel ou tel type de matériel, parce que vous devez vous adapter à un besoin en particulier. Bref, même au niveau pédagogique, au niveau de votre pédagogie, vous allez certainement vous adapter en fonction des personnes présentes au moment du déroulement de cette action. Donc, vous avez besoin de ces informations-là. Donc, même si ce n'est pas vous qui allez récupérer en direct auprès du bénéficiaire ces informations, encore une fois, c'est certainement votre donneur d'ordre, mais vous devez les avoir, ces informations-là, et donc ce sont des éléments de preuve qu'il faudra nous présenter. Donc, sous-traitant, vous êtes concerné par cet indicateur 4. Je rajoute un nota bene, c'est pas moi qui le rajoute d'ailleurs, c'est dans le référentiel national qualité V9. Il est bien précisé que dans le cas où le prestataire n'est pas responsable de l'analyse du besoin du bénéficiaire, et là ça me permet de faire une parenthèse parce que on vous attend sur l'analyse du besoin du bénéficiaire, mais là où je vous rejoins, c'est que certains, pour des questions RGPD ou culture d'entreprise, peu importe, en tout cas, votre donneur d'ordre en fait ne va pas du tout vous transmettre les coordonnées directement des bénéficiaires, vous n'aurez pas leur adresse mail, encore moins leur numéro de téléphone, vous ne pourrez pas rentrer en direct en contact avec eux. Ça, si vous pouvez nous en apporter la preuve, bien entendu, intelligence situationnelle en tant qu'auditeur, auditrice, on va comprendre. Mais là, du coup, le référentiel d'ailleurs a été bien réécrit pour préciser les choses. Donc, dans le cas où effectivement vous n'êtes pas responsable de l'étude de besoin justement de Paul, parce que Paul, vous ne pouvez pas rentrer en contact direct avec lui, bien entendu, eh bien, vous devez démontrer que dans la conception et l'exécution de la prestation, vous tenez compte de cette analyse du besoin. Il faut bien que vous puissiez comprendre que finalement, Paul, vous ne pouvez pas rentrer en contact direct avec lui. Donc, vous ne pouvez pas le questionner en direct, vous ne pouvez pas lui demander, par exemple, s'il est en situation de handicap, vous ne pouvez pas lui demander s'il a besoin d'aménagement spécifique, vous ne pouvez pas lui demander, qu'est-ce que vous attendez de cette formation ou de cette action, de cette prestation, parce que vous n'êtes pas en contact direct avec lui. Peut-être que du coup, c'est votre donneur d'ordre, alors c'est pas peut-être, pour le coup, ça va être un petit peu obligatoire, votre donneur d'ordre, lui, dans la commande de l'action, il va vous préciser qu'effectivement, Paul, comme Nathalie, Jocelyne, je ne sais trop qui, en tout cas, ceux qui participent à l'action, ont tel besoin, parce que ça a été identifié peut-être dans leur entretien annuel, peut-être eux en interne, ils ont identifié que ces individus-là ont tel et tel besoin. Ok, donc là, il nous faut l'élément de preuve, donc jusque-là,
là, vous me suivez bien. Et après, c'est bien noté dans le Nota Bene, il tient compte dans la conception de la formation et l'exécution. Vous tenez compte de cette étude du besoin. Alors bien sûr que dans la conception, votre donneur d'ordre, il vous a précisé les besoins donc, de ces différents individus présents en formation. Donc vous allez peut-être adapter votre contenu si besoin. Et quand on parle ici de l'exécution de la prestation, peut-être que vous, en tant que professionnel, vous allez, avant de démarrer l'action de formation, peut-être effectuer un tour de table. Pour le coup, vous êtes en contact direct avec Paul, donc vous allez peut-être lui demander quelles sont ses attentes, ses besoins, comment ça fonctionne dans son entreprise, pourquoi, par exemple, est-ce qu'il suit une formation sur tel ou tel logiciel aujourd'hui. Voyez, à vous de faire le nécessaire, suivant votre grille, bien entendu, puisque vous avez certainement une grille d'étude des besoins, vous allez effectivement recueillir ces informations. Et là, attention, en tant qu'auditrice, je vous le rappelle, ce travail-là, et je sais que vous le faites, vous êtes nombreux à le faire parce que, voilà, j'étais moi-même formatrice, donc très clairement, on démarre souvent une formation en faisant ce tour de table-là et en prenant un peu la température et justement en recueillant les besoins de chacun pour le temps de cette première journée de formation. Donc, je sais que vous faites ce travail-là. Par contre, la problématique, souvent, c'est que vous n'avez pas l'élément de preuve. Donc, vous avez compris, il nous faudra un élément de preuve de ce travail effectué, ce tour de table que vous avez effectué au tout démarrage de la formation. Tour de table qui, du coup, intrinsèquement, va vous conduire certainement à adapter l'exécution en fonction des besoins, du rythme de chacun. Donc, voilà, il nous faut un élément matériel, un élément tangible de preuve. Donc, après, à vous de voir le format. Voilà, je ne suis pas là pour vous conseiller, mais concrètement, ça peut être sous format de compte-rendu de formation, ça peut être peut-être que vous avez un document de suivi par stagiaire et donc du coup vous allez donc noter au fur et à mesure du démarrage de la formation, tiens, Paul, finalement son besoin c'est ça, aujourd'hui il est présent avec nous parce qu'il attend ça de cette formation, en plus bien sûr des objectifs visés qui ont été bien diffusés, il a peut-être d'autres besoins, d'autres attentes. Donc si vous avez un élément de preuve, eh bien ça satisfait parfaitement ici à notre indicateur 4. Indicateur 5, indicateur commun de notre référentiel national qualité. Alors le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Dit comme ça, c'est pas un indicateur très compliqué, mais attention, attention, il peut faire l'objet des fois de quelques non-conformités. Même s'il vous paraît très simple, comme ça, cet indicateur 5, attention, il peut faire l'objet uniquement d'une non-conformité majeure. Donc attention, le niveau attendu, démontrer que les objectifs spécifiques à la prestation ont été définis et peuvent faire l'objet d'une évaluation. Donc là, où j'attire votre attention, c'est que depuis la V7, il y a eu du changement. Aujourd'hui, on est sur la V9, mais le changement a été acté avec la V8 déjà. Je le rappelle, la V8 est applicable à partir du 23 janvier. Donc, on est déjà dans la V8, puisque la V9 est applicable à partir du 8 mars. Alors, la particularité de cet indicateur 5, indicateur commun, c'est pour les formations certifiantes. Et attention, parce que je vois d'ici en fait l'amalgame, parce que je commence à vous connaître un petit peu. Quand on parle aujourd'hui de formation certifiante, dans cette V9, ça inclut les formations conduisant à une certification professionnelle, le fameux titre RNCP. Et attention, ça inclut les formations certifiantes ORS, répertoire spécifique. Et je dis bien attention parce que vous êtes nombreux à être concernés. Vous êtes peut-être formateur en langue, vous proposez effectivement un examen pour valider un niveau en anglais, en allemand, en espagnol. Vous êtes concerné donc par le RS. Vous êtes peut-être formateur en bureautique et effectivement vos bénéficiaires passent un examen sur Excel, Word ou autre, vous êtes concerné par le RS, donc vous êtes nombreux à être concernés maintenant par ces formations qui certifient à un niveau de compétence
ORS, au répertoire spécifique. Focus, les objectifs doivent être conformes aux objectifs fixés par la certification, donc RNCP ou RS. Vous m'avez compris, j'imagine. Sur cet indicateur 5, on va effectivement évaluer avec vous, avec votre démonstration et vos éléments de preuve, que vous avez bien défini des objectifs opérationnels évaluables. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais si votre action de formation échantillonnée ou si vous proposez des actions de formation certifiantes, on va également vérifier que ces objectifs-là sont bien présentés de la même manière que le titre RNCP ou la formation certifiante ORS. Ok ? Donc voilà. Cohérence, pertinence, j'attire vraiment votre attention sur ce point-là. C'est vraiment ce qui est ici nouveau sur cette nouvelle version du référentiel national qualité. Alors, vous êtes sous-traitant, effectivement, sur cet indicateur 5, attention, lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance, le prestataire démontre qu'il tient compte des objectifs définis par le donneur d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, vous avez des objectifs donc opérationnels et évaluables et bien entendu, vous êtes vous sous-traitant. Donc vous avez répondu effectivement voilà, à la commande de votre donneur d'ordre. Donc vous, en tant que sous-traitant, bien sûr, cet indicateur, on va l'évaluer avec vous, mais le niveau attendu est effectivement différent. Nous, on va s'assurer avec vous, comme il est précisé ici, que vous tenez compte de ces objectifs qui ont été définis dans le cadre de la réalisation de vos prestations. Donc effectivement, vous avez tenu compte des objectifs définis par votre donneur d'ordre et voilà, tout simplement dans le cadre de votre contenu. Alors l'élément de preuve, vous allez me dire, mais oui, moi je suis sous-traitant, mais bien sûr que je tiens compte des objectifs définis, mais comment j'en apporte la preuve? Eh bien, tout simplement, votre donneur d'ordre vous a peut-être transmis un programme de formation, un déroulé pédagogique, un synopsis, enfin je ne sais quel document qui vous a permis effectivement de construire la mise en œuvre de cette action. Eh bien, ce document-là sera certainement l'élément de preuve probant puisque on va y retrouver les objectifs parfaitement définis et évaluables. Indicateur 6, indicateur commun de notre référentiel national qualité, donc ça veut dire que vous êtes tous concernés. Le prestataire établit les contenus et modalités de mise en œuvre de la prestation adaptés aux objectifs définis et au public bénéficiaire. Sur cet indicateur 6, le niveau attendu, c'est bien noté, je me permets juste de vous relire ce qui est noté là sur le référentiel national qualité. Démontrer que les contenus et modalités de mise en œuvre des prestations sont adaptés aux objectifs définis en fonction des bénéficiaires. Si vous m'avez bien suivi, en fait, il y a une logique dans tout ça. On est indicateur 6. Alors déjà, les bénéficiaires, on a fait le point sur leurs besoins, indicateur 4. Voilà, donc déjà, on sait plus ou moins ce qu'ils attendent de la formation. En parlant des objectifs définis, on l'a vu déjà dans l'indicateur 1. Rappelez-vous, on l'a abordé une fois encore sur l'indicateur 5. Finalement, c'est quoi l'objectif de mon action? Donc là, dans le 6, pour faire simple, on va vous demander finalement vos contenus. Comment ça se déroule? Là, on est au cœur de l'action. Est-ce que vous utilisez peut-être du contenu sur PowerPoint? Est-ce que vous utilisez des systèmes de tests, par exemple, quand on est en bilan de compétences? Votre matière, c'est quoi? Voilà, j'essaye de chercher quelque chose de plus visuel et compréhensible pour vous. L'indicateur 6, c'est ça, c'est votre matière. Votre matière, c'est quoi? Et bien entendu, encore une fois, je le répète, sur cette version 9, nous, en tant qu'auditeurs, on va vérifier la pertinence des éléments. Donc, sur l'indicateur 6, ce que vous apportez à votre bénéficiaire, par exemple, pour le faire monter en compétence dans le cadre d'une action de formation, eh bien, nous, on va vous demander de nous démontrer en quoi cette matière-là, elle correspond bien aux objectifs définis et visés. Donc, par exemple, votre premier objectif, allez, je prends un exemple simple, maîtriser la fonction de calcul sur Excel, par exemple. Donc ça, c'est un de vos objectifs définis, qu'on a vu dans l'indicateur 1, qu'on a vu dans l'indicateur 5. Donc là, on est sur l'indicateur 6. Eh bien, vous allez nous apporter la preuve et nous démontrer que votre contenu de formation est adapté justement à cet objectif-là. Donc, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on enseigne Excel. J'avoue que c'est pas ma partie. Mais vous avez du contenu. Vous avez peut-être de la théorie, des exercices pratiques que vous mettez en œuvre avec vos bénéficiaires. Et encore une fois, j'insiste là-dessus.
je me répète, hein, mais bon, je préfère le dire plusieurs fois pour que ça soit bien clair et que vous puissiez bien l'intégrer. Ici, on va effectivement, vous allez nous présenter votre contenu et dans l'évaluation, lors de votre audit, on va vérifier la cohérence, la pertinence entre votre contenu et l'objectif, bien entendu, défini et visé. En fonction des bénéficiaires, on n'oublie pas cette partie-là hein, dans le texte parce que vous êtes capable aussi de vous adapter aux besoins de votre bénéficiaire. Et c'est d'ailleurs pour ça, on vous a demandé d'analyser son besoin dans l'indicateur 4, c'est pas pour rien. Vous pouvez nous apporter la preuve, à vous de nous faire la démonstration qu'effectivement, peut-être que pour cette action-là échantillonnée, vous avez dû travailler avec tel support de cours parce que c'était adapté aux besoins du bénéficiaire et à l'objectif visé, alors que sur une autre formation échantillonnée, peut-être que vous allez utiliser d'autres supports, d'autres ressources pédagogiques, que vous aurez d'autres modalités de mise en œuvre et ça, au contraire, c'est plus que conforme, c'est vraiment ici l'attendu du référentiel national qualité. En ce qui concerne les possibilités de non-conformité, eh bien là, c'est non conforme, c'est majeur, il n'y a pas le choix. Sur cet indicateur 6, il n'y a pas possibilité, c'est clair dans le texte, dans l'échantillon audité, le non-respect même partiel, cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. Donc voilà, vous êtes dans le rouge, soit vous êtes en capacité de nous démontrer que vous avez du contenu et des modalités mises en œuvre qui sont adaptées aux objectifs, et on n'oublie pas adapté également au public bénéficiaire, soit vous n'êtes pas en mesure de nous apporter l'élément de preuve ou la démonstration étayée d'un élément de preuve tangible, et dans ce cas-là, c'est une non-conformité majeure. Un point également sur cet indicateur 6, ça concerne l'accueil des PSH, des personnes en situation de handicap. Ça me permet de vous faire un petit rappel. PSH, personne en situation de handicap, ce n'est pas la même chose que PMR, personne à mobilité réduite. On est d'accord? Quand on parle ici du handicap, c'est le fil conducteur, c'est transversal, vous l'avez compris dans le référentiel depuis les premières versions. On parle de personnes en situation de handicap, donc pas forcément à mobilité réduite, tout type de handicap. Ici, un focus, la prise en compte dans la conception et la mise en œuvre des prestations, c'est une obligation spécifique. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Indicateur 6, mais attends Séverine, pourquoi tu nous parles là des personnes en situation de handicap? Quoi, c'est une obligation spécifique? Je m'explique. Indicateur 6, encore une fois, dans cette V9, cohérence avec l'ensemble des indicateurs. Si vous ne l'aviez pas encore compris, tous les indicateurs ont un sens et ils vont ensemble. Donc, indicateur 4, vous avez assuré l'étude du besoin du bénéficiaire, et donc il y a effectivement cette notion de handicap. Est-ce que je vais avoir une personne en situation de handicap, oui ou non? Alors, si votre bénéficiaire il n'est pas en situation de handicap, indicateur 6, vous n'avez pas d'éléments à nous démontrer puisque vous n'avez pas reçu de personne en situation de handicap. Donc, c'est pas applicable, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Par contre, précédemment, si notre fameux Paul, voilà, je vais le prendre en exemple tout au long de ce décryptage des indicateurs, si Paul était en situation de handicap, pourquoi pas peut-être que, alors c'est déjà arrivé, en formation, d'avoir des bénéficiaires qui sont daltoniens. Donc voilà, ça peut poser problème, notamment au niveau de vos visuels, des PowerPoint que vous allez projeter. Si vous avez des éléments importants, vous mettez des warnings en rouge et malheureusement vous avez une personne qui a cet handicap-là, votre warning il aura beaucoup moins d'impact pour lui, vous l'avez compris. Donc si vous avez une personne en situation de handicap qui a été identifiée, là vous avez compris, indicateur 6, moi, en tant qu'auditrice, je vais vous demander, voilà, parce que vous êtes dans ce cas-là, vous avez accueilli une personne en situation de handicap, eh bien, je vais vous demander de m'apporter la preuve, de me faire la démonstration de la manière dont vous avez peut-être adapté vos supports, comment vous avez pris en compte cette difficulté, cet handicap. Si vous êtes sous-traitant, sachez que cet indicateur 6, il est applicable. Et vous l'avez bien compris, on est dans le cœur de la mise en œuvre de votre action. Donc là, en tant que sous-traitant, voilà, s'il y a bien un indicateur pour lequel vous devez être concerné, c'est celui-ci. Donc c'est important, je vous le reprécise bien, puisque on va évaluer les mêmes éléments. C'est-à-dire, je m'explique, là je vous parlais à l'instant des personnes en situation de handicap. Donc vous, en tant que sous-traitant, animateur de cette action, un formateur par exemple, si vous avez une personne en situation
situation de handicap, eh bien vous devez apporter la preuve que vous avez pris en compte cette notion-là, peut-être dans le cadre de la conception ou en tout cas dans la mise en œuvre de votre action. Donc très important, si vous êtes en sous-traitant, cet indicateur bien sûr vous est applicable, mais même les obligations spécifiques, si je peux me permettre, voilà, hein, vous êtes aussi concerné par les obligations spécifiques. Donc ne nous dites pas en audit, moi je suis sous-traitant, c'est pas moi qui ai fait l'étude du besoin, je savais pas quoi qu'est-ce, bon non, ben non en fait ça marche pas. Là c'est applicable et même les obligations spécifiques. En toute transparence, vous recevez une personne qui s'est cassé la jambe au ski, forcément vous avez peut-être adapté son poste de travail parce qu'il faudra plus de place pour étendre sa jambe ou autre. Donc voilà, ça montre que vous avez pris en compte sa situation de handicap. Donc ça aussi, ça compte. Hein. Quand on parle de personnes en situation de handicap, ça peut être aussi un handicap temporaire. Voilà, mais ça compte également. Vous êtes en train de préparer votre audit, vous proposez donc des actions de formation. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter davantage pour vous sur cet indicateur 6 ? Eh bien, c'est peut-être les obligations spécifiques, encore une fois. Vous l'avez noté sur cette version 9, hein, le prestataire démontre que le contenu de la prestation est en cohérence avec les objectifs inscrits dans le référentiel de certification, que ce soit un titre professionnel RNCP et, je le rappelle, les formations certifiantes conduisant au répertoire spécifique, à un examen, une certification au répertoire spécifique. Vous êtes donc concerné si vos formations sont certifiantes. Mais là, encore une fois, je reviens sur l'indicateur 5. Hein. Le 5 et le 6 fonctionnent quand même, voilà, ils sont très très proches, hein, vous l'avez compris. Le 5, on fait le point sur les objectifs définis et évaluables et on vous demande déjà, si vous proposez des formations certifiantes, hein, voilà, notamment pour les CFA, on va vous demander d'utiliser une terminologie et bien nous montrer effectivement que ces blocs de compétences voilà, correspondent bien avec les objectifs définis. Et bien là, dans l'indicateur 6, même exercice de style, vous préparez un titre RNCP où vous êtes sur une formation certifiante au RS, répertoire spécifique. Effectivement, vous devez être en mesure de nous faire cette démonstration, donc le contenu, voilà, que vous dispensez, puisque dans l'indicateur 6, je vous le rappelle, on est vraiment dans votre matière, hein, dans le contenu, eh bien, il faut nous démontrer la cohérence avec les objectifs inscrits au niveau du référentiel donc de ces formations certifiantes. C'est vraiment là le gros changement, et notamment au niveau des formations certifiantes RS, hein, puisque dans les versions précédentes, dans la V7, voilà, on n'avait pas du tout ce niveau d'exigence sur cet indicateur. Donc vous l'avez compris, la grande nouveauté sur cette V9, c'est vraiment ce focus, cette obligation spécifique formation certifiante. Indicateur 7, nous sommes ici sur un indicateur spécifique de notre référentiel national qualité. Cet indicateur concerne les actions de formation simples et les actions de formation par apprentissage, donc ça concerne les CFA. Sur les attendus de cet indicateur 7, le prestataire, lorsqu'il met en œuvre une formation, une prestation qui conduit à une certification professionnelle, eh bien il s'assure de l'adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée. Il vous concerne uniquement si vous proposez des prestations qui conduisent à une certification professionnelle. Je le rappelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une formation qui conduit à un titre RNCP. Pas de confusion avec le RS, le répertoire spécifique. Ici, sur l'indicateur 7, n'est concerné que les prestations qui conduisent à une certification professionnelle. Le niveau attendu sur cet indicateur 7, c'est donc de démontrer l'adéquation du contenu aux compétences ciblées et aux épreuves d'évaluation de la certification. Donc sur cet indicateur 7, vous allez devoir nous démontrer, en nous apportant des éléments de preuve factuels, qu'effectivement votre contenu permet bien de préparer vos bénéficiaires donc aux compétences visées de cette certification, et que ce contenu-là également permet d'assurer et de préparer vos bénéficiaires aux épreuves de la certification. Donc pour faire simple, voilà, dans le cadre de titre RNCP, vous avez effectivement un référentiel donc à respecter. Là, on va vous demander de nous apporter la preuve que le contenu correspond bien effectivement à ce référentiel-là.
Donc sur cet indicateur 7, ça ne peut faire l'objet que d'une non-conformité majeure. Voilà, c'est bien spécifié dans l'échantillon audité, le non-respect, même partiel, de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. Cet indicateur concerne uniquement les prestations, donc les actions notamment de formation qui conduisent à une certification professionnelle, donc à un titre RNCP. Si vous êtes un organisme de formation par apprentissage et que vos apprentis, vous les conduisez à une certification professionnelle, donc à un titre RNCP, effectivement vous êtes concerné par cet indicateur, mais pas d'obligation spécifique autre que ce que je viens d'aborder avec vous. Si vous êtes sous-traitant, sachez que cet indicateur sera applicable. Bien sûr, si vous êtes concerné, encore une fois, dans la mise en œuvre d'une action de formation conduisant à une certification professionnelle, je le rappelle, à un titre RNCP, pas de confusion avec le RS. Donc en tant que sous-traitant, l'organisme certificateur tient compte des missions confiées pour l'appréciation de cet indicateur. C'est ce qui est noté là tout en bas dans votre référentiel national qualité. Ça veut dire que lors de votre audit, suivant votre contrat de mission avec votre donneur d'ordre, cet indicateur sera applicable ou non. Voilà, tout dépend effectivement des missions qui vous a été confiées. Donc votre élément de preuve sera peut-être votre contrat de sous-traitance et en fonction effectivement des missions, vous serez évalué sur cet indicateur 7. Indicateur 8, c'est un indicateur spécifique. Il concerne donc les actions de formation, les catégories actions de formation et actions de formation par apprentissage. Donc les CFA, vous êtes concernés. Ça veut dire que si vous pratiquez le bilan de compétences, la VAE, cet indicateur 8 n'est pas applicable. Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. On va décrypter un petit peu le vocabulaire pour que les choses soient bien claires. Vous verrez dans le référentiel national qualité, les termes de procédure de positionnement et évaluation des acquis sont notés en gras. Alors je pense que vous l'avez compris, sur chacun des indicateurs, on a des termes écrits en gras, c'est pas pour rien. Vous savez que nous, en tant qu'auditeurs, effectivement, on va se servir de ces éléments-là en gras pour bien vérifier que vous avez compris l'attendu de l'indicateur et puis bien sûr attendre les éléments de preuve qui correspondent à l'attendu. Donc ici indicateur 8, on a les termes donc de procédure de positionnement. On va commencer par celui-ci si vous voulez bien. Alors procédure de positionnement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par positionnement? Alors vous verrez, la version 9 est très bien faite. Tout à la fin, vous avez une annexe avec la définition du vocabulaire. Mais là, en deux mots, que les choses soient bien claires, la procédure de positionnement, c'est finalement mon bénéficiaire qui rentre en formation. Quel niveau il a? Voilà, comment je le positionne là au démarrage de l'action de formation. C'est bien précisé, ça doit être fait à l'entrée de la prestation. Et vous avez compris pourquoi, parce qu'encore une fois, il y a toute une cohérence et une logique dans ces indicateurs. L'idée, c'est de savoir à l'entrée de la formation son niveau. Mon fameux Paul qui m'accompagne aujourd'hui avec vous, c'est quoi son niveau au démarrage de l'action de formation? Ça peut être fait peut-être en amont de la formation, peut-être dans votre étude du besoin, vous en profitez en même temps pour lui transmettre un questionnaire d'auto-évaluation, ou peut-être que vous avez des questions spécifiques à lui poser et ça vous permet effectivement d'identifier son niveau. Mais pour ceux qui ont suivi, rappelez-vous, Paul, c'est un bénéficiaire qui est salarié d'une entreprise et donc le donneur d'ordre, le commanditaire, l'entreprise, ne vous a pas permis de rentrer en contact direct avec Paul. On l'a évoqué sur l'indicateur 4. Donc là, son positionnement, vous pouvez le faire quand vous l'avez en face de vous. Donc il est présent là en formation, au démarrage de l'action de formation. C'est tout à fait possible d'établir le positionnement au tout démarrage de la formation. Alors en tant que professionnel, vous allez devoir vous adapter en conséquence. Pour le coup, l'adaptation va se faire tout de suite, peut-être sur la première heure de cours. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, en termes d'éléments de preuve, par rapport à Calliope, sachez que ce positionnement peut se faire juste au démarrage. Maintenant, quand on parle de niveau de départ, effectivement, il va falloir nous apporter la preuve que Paul, il a peut-être un niveau débutant, un niveau intermédiaire, un niveau expert. Et ça, la formalisation, elle vous appartient. Donc, j'insiste sur le fait que le référentiel national qualité propose des exemples de preuves. Nous, en tant qu'auditeurs, on n'a pas d'éléments à vous réclamer. Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire oui, le positionnement, il faut que ça soit formalisé de telle ou telle manière, parce
parce que chacun d'entre vous, chaque organisme de formation est complètement différent. Il faut que vous soyez capable de me démontrer que ce positionnement, ce niveau a été effectivement bien analysé et évalué au démarrage de la formation. Alors ça peut être des smileys, hein. Moi des fois je dis des organismes de formation qui ont une fiche de suivi et on a des smileys voilà, verts avec des systèmes de couleurs, vert, orange, rouge. Parfois on a des appréciations, effectivement, donc avec cette notion de niveau, comme je disais, débutant, intermédiaire, expert. Et puis il y en a d'autres qui mettent des notes et effectivement au démarrage qui vont avoir peut-être 5 sur 10 parce qu'ils ont un niveau effectivement, ils ne maîtrisent pas le sujet, alors voilà, ils ont 4, 5 sur 10 et puis on verra un peu plus loin à l'évaluation peut-être indicateur 11, et ils finiront par 7, 8 ou 10 sur 10. Peu importe, mais il faut que ce positionnement, cette notion en fait de où est-ce que j'en suis quand je démarre, il faut que ça soit formalisé. Ça peut être des étoiles aussi, hein. Voilà, il n'y a pas que des smileys et des notes. Le deuxième point important sur cet indicateur 8, encore une fois c'est écrit en gras, on parle d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Pour ceux qui rentrent dans la démarche de certification Calliope, cette terminologie peut être un peu déconcertante, on peut ne pas comprendre, hein. L'évaluation des acquis, en fait ici on fait référence à l'évaluation par rapport aux prérequis. Rappelez-vous, indicateur 1, on vous demande de diffuser une information concernant votre prestation et on vous demande notamment de noter s'il y a ou pas des prérequis, et bien entendu s'il y a des prérequis, les noter. Alors les prérequis, c'est peut-être que pour certaines actions de formation, il faut avoir le bac, ou peut-être que le prérequis, c'est tout simplement parce que la formation se déroule en distanciel, il faut avoir un PC, une connexion internet stable, parce que voilà, vous allez peut-être être en direct, en synchrone, et c'est vrai que si la connexion coupe toutes les 5 minutes, ou si vous avez un problème de son, et que vous devez faire intervenir votre bénéficiaire, bref, peu importe quels sont les prérequis, mais ils ont été identifiés en amont. Ici, sur l'indicateur 8, on vous demande effectivement, s'il y a des prérequis, on vous demande de les vérifier. Le niveau attendu ici, je pense que c'est très clair, démontrer l'existence de procédures et de positionnement d'évaluation des acquis à l'entrée de la prestation. Vous l'avez compris, il faut quand même vérifier tout ça avant, notamment les prérequis. Et effectivement, les adapter au public et les modalités de formation. Encore une fois, vous l'avez compris, je n'ai de cesse de vous le dire sur l'ensemble des indicateurs. Sur cette V9, on insiste sur la cohérence. Ok, la cohérence, la pertinence, il est nécessaire que ces procédures de positionnement et d'évaluation des acquis ne soient pas prises à la légère et qu'elles soient bien en cohérence avec votre public et avec bien sûr les objectifs de votre formation, c'est évident. En ce qui concerne les non-conformités, alors sur cet indicateur 8, dans l'échantillon audité, une non-conformité mineure est caractérisée par un dispositif existant mais incomplet. On peut prendre un exemple, peut-être que vous assurez le positionnement de vos bénéficiaires, mais vous ne vérifiez pas les prérequis. Inversement. De la même façon, vous avez un système pour vérifier le positionnement de vos bénéficiaires. Vous avez des éléments de preuve, mais que sur une formation sur 2 ou une sur 3, vous voyez, c'est incomplet. Vous l'avez compris, dans ce cas-là, c'est une non-conformité mineure. Et si ça n'existe pas, eh bien, c'est une non-conformité majeure. Vous êtes sous-traitant, et bien écoutez, cet indicateur vous est applicable. Donc de la même manière, vous devez apporter la preuve qu'une procédure de positionnement voilà, existe effectivement, qu'elle est adaptée au public, aux modalités de formation, et de même pour l'évaluation des acquis. C'est pareil, soyons encore très clairs, moi en tant qu'auditrice, intelligence situationnelle, bien évidemment, si c'est votre donneur d'ordre qui en amont de la formation s'occupe de gérer le positionnement et également l'évaluation des acquis, donc vérifier que les prérequis soient bien là, bien présents. On ne va pas vous demander de nous apporter la preuve de comment est-ce que vous avez effectué le positionnement, puisque ce n'est pas vous qui l'avez effectué, par exemple, c'est votre donneur d'ordre. Donc, encore une fois, en toute logique, on s'adapte. Par contre, vous devez avoir ces éléments-là. Donc, le donneur d'ordre, à un moment donné, il vous a transmis, pour Paul, par exemple, son positionnement, parce qu'il a été fait en amont par vos donneurs d'ordre, donc ils ont les informations, donc ils vous les transmettent. Et puis, s'il n'y a pas de prérequis, ok, pas besoin, mais s'il y a des prérequis, eh bien, ça a été validé pour Paul. Et j'insiste,
on parle bien là du bénéficiaire aussi, hein. On est toujours, voilà, encore une fois, cohérent, c'est-à-dire que on a bien compris qu'ici, le positionnement, on positionne chacun des bénéficiaires. Si vous préparez l'audit sur la catégorie d'action de formation, alors là, vous l'avez compris, action de formation, je dois assurer le positionnement, je vérifie les prérequis. Et si vous proposez une action de formation certifiante, et là on fait référence à un titre RNCP ou éventuellement une formation certifiante au RS, hein, donc ça c'est vraiment la nouveauté de cette nouvelle version donc Calliope, vous devez apporter la démonstration et donc la preuve que les prérequis sont en cohérence avec ceux de la certification inscrite. Okay, donc très important, il y a certainement des prérequis pour votre action de formation. Là tout à l'heure, j'évoquais éventuellement avoir une connexion internet stable, peut-être déjà être équipé d'un ordinateur si votre formation se déroule en distanciel, c'est un très bon exemple. Et ça fait partie d'un de vos prérequis. Néanmoins, si là on est sur une certification inscrite au RS, peut-être que au niveau du RS, au niveau de France Compétences, et bien sûr au RNCP, bien, il y a des prérequis spécifiques. Alors, pour un titre RNCP, souvent on a des prérequis de niveau de diplôme ou autre, hein, c'est plus commun. Peut-être que pour le RS, le répertoire spécifique, il y a d'autres indications en termes de prérequis, et donc là vous devez respecter ces mêmes prérequis. Donc c'est quelque chose qu'on va évaluer avec vous lors de votre audit. Donc faites très attention. Ça c'est vraiment la spécificité des actions de formation qui conduisent à une certification. Et en ce qui concerne les CFA, eh bien, même explication, même exercice. Donc CFA, action de formation par apprentissage, eh bien, si le titre préparé est un titre RNCP par apprentissage, vous aurez la même obligation, indiquer les prérequis, les vôtres, peut-être, hein, bien entendu, mais également les prérequis qui sont indiqués au niveau donc de cette certification que vous retrouverez bien entendu de la même façon sur France Compétences.